Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour ce 6e jour du Salon de l'Agriculture et pour notre émission quotidienne en direct des régions. Alors cette fois-ci, c'est la région Ouest qui est la vedette et notre thématique va concerner les pesticides et toutes les solutions alternatives pour s'en passer parfois, peut-être complètement de temps en temps. On va voir tout ça et quelles sont ces solutions alternatives. Et je suis pour cela avec Marianne Selam, bonjour. Vous êtes responsable de l'association Contrat de Solutions et justement, vous allez nous parler des solutions que vous proposez aux agriculteurs. Philippe Noyau, vous êtes producteur dans le Cher, vous êtes aussi vice-président de cette association Contrat de Solutions et vous êtes président de la Chambre d'agriculture du Centre Val-de-Loire. Bonjour et bienvenue. Et nous sommes aussi avec Guillaume Lefort, vous êtes céréalier. Et vous expérimentez aussi des solutions alternatives en utilisant aussi des pesticides quand il est nécessaire. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, je vais commencer avec vous, Marianne, pour que vous nous expliquiez un petit peu ce collectif et ce que vous faites collectivement avec plusieurs producteurs. Si j'ai bien compris, vous essayez de repérer les solutions alternatives aux pesticides pour essayer de les déployer, de les faire déployer par les agriculteurs. Donc, c'est à peu près ça. Donc, Contrat de Solutions, on est aujourd'hui une association loi de 1901. On rassemble 45 partenaires du secteur agricole. Nos partenaires sont des têtes de réseau nationales et qui derrière impliquent l'ensemble de leurs acteurs autour de cette dynamique, donc créée il y a un petit peu plus de 5 ans, avec donc l'objectif de répondre aux attentes sociétales en matière de réduction de l'utilisation et des impacts des produits phytosanitaires, mais avec une approche qui se veut pragmatique et basée sur la proposition de solutions. Donc une approche positive qui met vraiment la recherche et le déploiement de solutions alternatives au cœur de la réflexion, puisque évidemment qu'il faut proposer des choses aux agriculteurs et les aider à s'en emparer si on veut faire évoluer les pratiques. Ça veut dire que vous tenez compte absolument du volet production, du volet économique en fait. C'est proposer des solutions mais qui soient viables économiquement. Et donc le premier travail de l'association, c'est un travail d'identification des solutions existantes. Donc on est vraiment une association qui se veut être catalyseur et fédérateur des acteurs agricoles. Et donc, on est une structure légère en termes de personnel mis à disposition et on veut vraiment travailler avec l'ensemble de nos réseaux partenaires. Donc, le premier travail a vraiment été un travail d'identification de solutions. On rédige des fiches solutions, mais à partir évidemment de tout le travail qui a été fait auparavant par les acteurs de l'industrie, de la recherche, du développement agricole. Donc on a identifié collectivement ces solutions qui sont déjà, enfin c'est ce que vont pouvoir présenter Guillaume et Philippe, qui sont déjà en place sur un certain nombre d'exploitations, qu'on veut donc identifier, accompagner pour déployer plus largement. Et puis notre objectif, c'est aussi de montrer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, ce qui reste encore à travailler pour être le plus objectif possible. Alors avant d'arriver sur le terrain justement avec Philippe et Guillaume, dites-nous un petit peu des exemples de solutions que vous avez repérées et que vous avez aidé à déployer. Donc, au niveau du contrat de solution, on travaille sur l'ensemble des leviers de la protection intégrée des cultures. À la fois, puisqu'on est chez Semae, l'amélioration des plantes et tout ce que peut apporter la génétique en matière de résistance des plantes aux bioagresseurs, les variétés résistantes aux maladies notamment. On travaille aussi sur les pratiques agronomiques et tout ce qui peut être mis en œuvre de façon prophylactique pour diminuer la pression des bioagresseurs. On a par exemple, je pense que mes collègues rentreront plus facilement que moi dans le détail, mais des fiches sur le décalage des dates de semis emblétantes par exemple, ou un certain nombre d'autres solutions agronomiques, les rotations des cultures, beaucoup d'autres exemples. On travaille sur le biocontrôle, donc des mécanismes, des solutions qui utilisent des mécanismes naturels pour réguler les ennemis des cultures, sur l'agroéquipement. Les apports aussi du numérique pour l'évaluation des risques. Ça, on va le voir aussi avec Guillaume. Et des démarches à l'échelle des filières ou des territoires. D'accord. Alors concrètement, Philippe, vous faites partie aussi donc, de l'association. Comment vous faites, vous? Est-ce que ça marche sur le terrain? Comment vous faites le mixte un peu entre phyto et puis utilisation de solutions alternatives? Alors il y a deux niveaux, le niveau des chambres d'agriculture et puis moi, niveau personnellement, comment on fait? Au niveau des chambres d'agriculture, donc on fait fonctionner le réseau. Donc les chambres d'agriculture ont ces 110 solutions en magasin. Surtout qu'avec maintenant, il faut que les agriculteurs fassent un conseil stratégique phytosanitaire donc pour plusieurs années. Donc c'est un outil en fait, qui est à disposition des conseillers
pour qu'ils voilà, quand on a fait le point de l'exploitation avec les différentes productions, eh bien, on arrive à lever les leviers, les différents leviers qui peuvent être mis en avant suivant le contexte, alors on appelle pédoclimatique, suivant le climat et suivant le sol. On a vraiment, en France, on a vraiment des concepts complètement différents. Une solution qui sera vraie dans un endroit ne sera pas vraie dans un autre. Et puis ça veut dire qu'il faut s'adapter à chacun des territoires, bien sûr, des météos, des climats. Alors, et même au sein d'une région, il y a des types de sols différents. Oui. Tout à l'heure, tu as parlé de bineuse. Eh bien, moi, j'ai des sols où, en fait, pour biner, c'est compliqué parce que c'est des sols qui sont un peu humides. On appelle les limons, donc c'est très fin. Donc, comme on implante la céréale tard, eh bien, la bineuse, vu qu'on va normalement, quand l'année est normale, on va vers une période humide, on ne peut plus utiliser cette bineuse. On pourra l'utiliser qu'au printemps. Et pendant ce temps, l'herbe épouse. Vous voyez les petits détails. Donc c'est compliqué, ça veut dire que vous repérez, l'association donne une aide sur les solutions et après vous adaptez en fonction de vos besoins. On descend dans le réseau des chambres, il y a 45 partenaires qui font la même chose. Donc dans le réseau des chambres, ça descend dans les régions et les régions animent après les départements. Donc il y a des conseillers qui travaillent ensemble, des 6 départements pour ma région, et puis qui arrivent à justement parler. On a des groupes de développement, donc ça arrive dans les groupes de développement qui là, les agriculteurs s'emparent ou pas, parce que c'est comme... Pour remplacer une solution chimique, c'est plusieurs solutions, c'est une combinaison de solutions. Et souvent, il faut anticiper peut-être 1 an ou 2 ans avant, ou au moins 6 mois, et combiner une deuxième avec une prise de risque qui est plus ou moins importante. Parce que certaines solutions marchent quand il n'y a pas de problème. Oui. Non, mais c'est ça. sérieux. Oui. C'est ce que vous disiez, Guillaume. Quand on discutait un petit peu sur le sujet, vous disiez, quelquefois, il y a une solution à un problème, quelquefois, on n'en a même pas. Donc, il va falloir trouver. Donc, il y a encore quelques trous dans la raquette, on va dire. Bien sûr, aujourd'hui on travaille avec du vivant, donc il ne faut pas l'oublier. Notre patron, c'est la météo avant tout. Les années se suivent et ne se ressemblent pas. On se rend compte que des solutions que l'on peut tester et qu'on applique une année, si c'est plutôt une année froide et sec, elle ne marchera pas forcément la même technique ou l'absence de protection, une année chaude et humide. Et donc quand on travaille avec du vivant, on doit se remettre en cause toujours au quotidien et trouver des solutions sur les produits phytosanitaires, sur ces fameux pesticides. Moi, en tant que paysan, c'est pas une finalité en soi que d'en dépendre. Oui, c'est pas l'envie d'utiliser absolument des pesticides. C'est pas une passion, c'est un outil qui me permet de pouvoir garantir une qualité, une quantité, parce que mon rôle social en tant que paysan, c'est bien de nourrir les gens, et pour nourrir les gens, je me dois de leur livrer une alimentation de qualité qui va pas les rendre malades, et donc avec un bon niveau sanitaire. Et donc c'est pourquoi, par exemple, sur mes céréales, je dois pas avoir de mycotoxines au moment où je livre ma récolte. Donc c'est important de pouvoir les protéger, qu'ils ont un bon développement et que je puisse avoir une quantité suffisante pour nourrir la population. Et alors, quels outils vous utilisez ou quelles solutions vous utilisez justement pour essayer de trouver un équilibre en fonction de la météo, en fonction des sols? Comment ça se passe? Et alors, c'est tout le savoir-faire du métier de l'agriculteur, donc d'avoir été formé à la base. Donc, c'est pas un métier où on n'est pas juste jardinier sur un grand jardin. Donc, il y a le savoir-faire de l'agriculteur, d'avoir des conseillers qui nous accompagnent par les structures que l'on a autour de nous, parce qu'on ne peut pas être spécialiste en tout. Et puis, c'est surtout qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies nous accompagnent. Oui. On arrive à avoir par exemple des outils d'aide à la décision. Donc, alors expliquez-nous, c'est des choses qui vous donnent des repères, des données pour savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser dans les champs? Tous les années se ressemblent, comme je vous l'ai dit, ne se ressemblent pas. Et grâce au travail de recherche qui a pu être fait sur les différentes variétés, la connaissance des différentes variétés, des territoires, et avec un super calculateur qui sait digérer les dates de semis, l'évolution de la météo de l'année, les conditions de la zone, le type de sol, la variété, en fait on sait prédire quand va arriver la maladie, à quel moment. Et donc, on va appliquer, par exemple, un fongicide sur mon blé que lorsqu'il en aura besoin et qu'on va arriver au niveau de déclenchement du risque. Ça veut dire que vous évoluez énormément dans vos métiers pour intégrer tous ces outils numériques, tous ces outils d'aide à la décision, comme vous le dites, pour progresser au fur et à mesure, quoi. Voilà, nous, on essaie vraiment de pouvoir d'être le moins impactant sur notre territoire. En tant que paysan, on essaie encore dans un métier où on a une vision assez loin. Notre sol, c'est notre premier outil. On n'a pas vocation à le saboter. Et donc, moi, quand j'interviens à chaque intervention, j'essaie d'appliquer la bonne dose au bon endroit, au bon moment. Et quand on arrive à faire coïncider tout ça, on est quand même très peu impactant pour notre environnement. Et c'est là-dessus qu'on sera le plus durable. C'est utiliser mieux, un peu moins et un peu mieux, en fait. Philippe, vous avez l'impression, ou Marianne, vous avez l'impression que petit à petit, tout le monde se met dans la danse, ou est-ce
qu'il y a des rythmes différents en fonction des productions, en fonction des territoires, en fonction des difficultés? Non, mais il faut toujours des meneurs, il faut toujours des personnes qui vont devant, qui prennent les risques. Il y a des précurseurs, et qui après on regarde par celui-là et on appelle. Donc, et puis en fait, ça marche. Tiens, ça marche, on y alors, va. Surtout quand il y a une impasse, quoi. C'est vrai que quand il n'y a pas d'impasse, bon, tant qu'on a la solution qui est chimique, c'est assez facile. Mais tout en respectant le milieu. La bonne dose au moment et la cible. C'est-à-dire que si on veut aller sur une feuille, il faut que tout le produit aille sur la feuille. Donc ça, c'est à nous, agriculteurs, d'être le plus performant possible. De plus en plus précis. On n'a pas le droit de aller dans l'air, dans l'eau, dans le sol. Et c'est très pointu et très fin. Mais même pour les produits qui sont utilisés en agriculture biologique, c'est la même chose. Bien sûr. On a du cuivre ou du soufre, il faut aussi l'appliquer dans les mêmes conditions et avec les mêmes genres de pulvérisateurs. Donc effectivement, il faut du temps, il faut recréer l'histoire dans les départements. Parce que nous, on a créé l'histoire nationalement. Et ça, une histoire nationale, c'est descendant. Et si on essaie de le faire descendre en l'imposant, ça ne marchera pas. Il faut une acculturation, en fait. Voilà, il faut que nos organisations départementales et régionales prennent en main l'outil et puis de recréer à 5-6 organisations pour aller vers l'agriculteur. Le principal, c'est le dernier kilomètre. Bien sûr. Le dernier kilomètre, c'est les départements, c'est les conseillers qui vont aller voir les agriculteurs dans les groupes. Et pour travailler dans ces groupes-là, qui eux vont aussi inventer des solutions. Parce que le mélange de cultures ou les cultures associées, il y a plein de belles choses qui se font. C'est des agriculteurs qui l'ont créé, cumulé avec ce qu'on a trouvé. Parce qu'il y en a plein d'autres. Là, il y en a 110, mais on a été chercher celles qui étaient les plus efficaces et abordables financièrement. Donc un travail de longue haleine, mais qui est très positif. Juste un dernier mot. C'est positif. Vous avez l'impression que vous embarquez de plus en plus de monde? En tout cas, c'est tout à fait l'objectif. Et oui, on a vraiment l'impression qu'on avance, qu'avec le contrat de solution, on amène une cohérence et justement pour pouvoir faire avancer les acteurs dans le même sens. On a aussi un succès auprès de l'enseignement technique. Et ça fait partie de nos objectifs de pouvoir aussi diffuser l'ensemble de ces bonnes pratiques et concourir à la formation des jeunes et aux échanges entre générations. Et ça fait partie aussi des choses qu'on a travaillées ces derniers temps. Encore du chemin à parcourir, mais beaucoup de choses très positives et beaucoup d'énergie, je trouve, sur ces sujets-là. Faut y croire et il faut continuer à avancer. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe à une autre séquence de notre artisan du jour. Je vous amène un micro, Sophie Bernus. Vous allez nous présenter les confitures de Sophie. Voilà, tout à fait. Donc, je suis dans l'Hérault. Ça vous parle un petit peu, les sujets Ah oui, on est touchés. J'imagine, forcément. On y est en plein dedans. Donc voilà, je cultive, je transforme de A à Z. Donc moi, je fais les confitures de Sophie sur Saint-Pargoire, dans l'Hérault. Donc oui, on est touchés de plein fouet. Et il faut faire évoluer les pratiques, les mentalités et les pratiques, on a l'impression. Voilà. On pense plus, je dirais, à l'humain, on pense plus aux fruits et à la qualité, et on préserve la terre. Voilà. Ouais. On en prend soin de notre terre pour donner l'avenir. Bah oui, puis plus on en prend soin, meilleur est le produit. Alors parlez-nous un petit peu de vos confitures. Donc voilà, aujourd'hui je cultive, comme je l'ai dit, et ensuite je fais tout au chaudron en cuivre de façon traditionnelle, en 4-5 kilos maximum. On est resté sur des petites productions. Voilà, donc, pour justement préserver cette façon de faire traditionnelle. Tout à fait, voilà. On n'a pas, je dirais, on veut pas développer outre mesure. On veut rester dans des valeurs, dans le respect justement de l'environnement. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça crée comme différence pour le produit, pour la confiture elle-même? En fait, on ferme les yeux et on pense aux bonnes saveurs de nos grands-mères, comme elles cuisinaient, et ça nous remonte dans le temps. Ça nous remonte à la confiture de Proust, on va dire. Voilà, tout dans la, je dirais, c'est de prendre le temps de la faire et dans des petites quantités et les valeurs du chaudron en cuivre pour sa cuisson. Donc c'est très important pour ça. Et vous avez des gammes différentes, J'ai 125 parfums. 125 parfums, voilà. C'est pas mal. Il y a quoi, donc je suis 125? passionnée par les mélanges. Donc la nature me l'inspire. On a la garrigue qui nous donne le thym, qui nous donne le romarin. Ah oui, vous mettez des pointes les comme lavandes, d'herbes. Voilà. D'accord. Un petit abricot lavande, un petit thym des garrigues avec du citron. D'accord. Voilà, donc je fais énormément de mélanges. Voilà. J'ai la framboise. Alors donc là, on a la framboise, c'est ça? Voilà, la Cuite framboise. Au chaudron, voilà. Oui, en cuivre, bien indiqué, forcément. Ensuite, la framboise géranium avec des pétales de fleurs de géranium bourbon. Voilà, en fait, je lie énormément les fleurs, les plantes. J'associe avec les fruits énormément de saveurs.
Et les consommateurs aiment bien justement ce travail avec plein d'arômes différents, enfin plein de... Voilà, ils sont sensibles à ça en fait, et puis ils ont envie d'originalité, donc on vient chez moi un peu pour ça. Bon, super. Bon, on ira goûter parce que 125 saveurs, moi je suis curieuse de savoir tout ce qu'il y a. Ouais. Vous n'avez plus qu'à venir déguster. Voilà, je vais venir déguster, tout le monde aussi. Donc les confitures de Sophie, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous propose qu'on passe à notre séquence suivante. Faites pousser vos idées. On va parler d'autre chose. Et je suis avec Pauline Leduc. Alors là, on passe complètement à un autre univers, puisqu'on est plutôt, et vous le voyez tout de suite, dans la vodka et dans le gin, réalisé à partir de pommes de terre. Alors Pauline, expliquez-nous un petit peu votre démarche, parce que vous êtes agriculteur avec votre mari, et vous avez en même temps une distillerie pour justement fabriquer cet alcool. Expliquez-nous déjà comment ça vous est venu cette idée de faire ces deux activités en parallèle? Alors, effectivement, nous sommes agriculteurs depuis 15 ans avec mon mari à côté de Pithiviers, une toute petite commune à côté dans le Loiret. Il y a 5 ans, on a voulu mettre en place un projet de couple en associant les différents points qui sont hyper importants pour nous, qui sont la partie écologique, puisqu'il faut être vertueusement écologique, comme tout agriculteur cherche à le faire, exactement. Il faut être économiquement viable, car un projet qui n'est pas viable économiquement, est voué à l'échec, exactement. Et puis aussi, on voulait que la partie sociétale et familiale prenne une part importante dans l'équilibre de notre projet, c'est-à-dire qu'on voulait recréer de l'enthousiasme, créer quelque chose aussi en famille, puisqu'on a 4 enfants, et donc montrer un bel exemple, exactement. Et donc, en partant de ce postulat de base, on a décidé de monter une ferme distillerie, c'est-à-dire de créer des spiritueux en partant des matières premières qu'on produit dans nos champs, et en l'occurrence, on travaille autour de la pomme de terre. Donc ça donne du gin et de la vodka, c'est ça? Exactement. Alors expliquez-nous un petit peu les spécificités de ce produit. Il y a aussi, ne serait-ce que l'emballage aussi, la bouteille et tout le marketing que vous faites autour de ça. Mais déjà en termes de produits, qu'est-ce qu'il a de spécifique? Alors au niveau de la vodka, donc nous on a 3 produits. On a 2 vodkas blanches, donc ici la vodka premium, ici la vodka petit eau. Et puis aussi une vodka vieillie en fût de chêne. Donc en fait, on travaille nos vodkas selon la méthode polonaise. Donc ce sont des vodkas qui seront naturellement rondes et aromatiques. On est loin d'une vodka éthylique et neutre. On est vraiment sur des alcools de dégustation. Avec beaucoup de goût. Voilà. Donc on a 2 vodkas blanches. On a une vodka vieillie en fût de chêne, puisque ce qui nous importait aussi beaucoup, c'était le travail en chai. Donc on fait des séries limitées avec des vieillissements différents. Donc ici, on est sur une série limitée vieillie en fût de chardonnay. D'accord. Et puis pour compléter la gamme de nos spiritueux, on a développé également le gin. Donc le gin est un alcool à base donc, de baie de genévrier, dans lequel on intègre également la pomme de terre en macération pour apporter de la rondeur. Ça, c'est des nouveaux produits, donc vous disiez. La vodka, elle a eu des prix, elle a été médaillée, c'est ça? Alors non, parce qu'il n'y a pas de catégorie. non, pas la vodka. Le gin, la voilà. Vodka. Oui, c'était le gin. C'était le gin, exactement. Mais, et du coup, comment vous arrivez à faire les deux? C'est compliqué de faire les deux activités en même temps? Alors, c'est ce que je disais, c'est un réel équilibre à trouver. Alors, on a l'avantage de travailler en couple, c'est un avantage et un inconvénient. Il faut que chacun trouve sa place. Plus s'occuper des enfants au milieu de tout ça. Exactement, mais en fait, on y arrive. En fait, quand la passion nous anime, on ne compte pas son temps. Et c'est vrai que c'est un boulot à plein temps, mais qui pour nous a énormément de sens et qu'on espère perdurera après nous. Donc on se donne les moyens que ça réussisse. Et vous avez l'impression que ça donne un autre contact aussi avec les consommateurs, les clients, parce que j'imagine il y a la partie agriculture, production, et puis il y a cette partie-là qui est plus en rapport, un lien avec une relation clientèle finalement, avec, comme je le disais, des produits qui sont bien vendus, enfin bien... Exactement. Alors c'est vrai qu'on a le goût du beau et du bon produit, et c'est vrai que ce côté, c'est ce que je disais au début, le côté sociétal, c'est vraiment ce qu'on appelle la gestion holistique. C'est de réussir à trouver l'équilibre entre tout, et ce côté justement de recréer du lien avec le consommateur en direct, d'expliquer notre produit, mais aussi d'expliquer tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire nos choix d'entreprise et surtout la réalité du métier d'agriculteur, les choix qu'on fait, les contraintes qu'on a. On n'est pas fou, on se lève pas le matin pour faire des mauvaises choses, on le fait du mieux qu'on peut, et c'est ce que je disais aussi, de manière viable, parce que si on veut faire ça toute notre vie, il faut que ce soit fait de manière raisonnée et raisonnable. Et ça résonne dans la tête des clients, enfin ils voient toute cette image et cette construction que vous avez fait? Complètement, en fait, cette notion de ferme distillerie est quelque chose qui leur parle tout de suite et qui les rassure. C'est-à-dire qu'ils voient un produit qui certes est beau, mais qui en plus est bon, vous pourrez le goûter après, oui. Et surtout qui a une histoire, et une histoire qui se vérifie, puisque j'invite vraiment les gens à venir à
Faronville. Ils nous verront dans les champs, ils nous verront les pieds dans les bottes, la main dans la terre et surtout derrière notre alambic. Donc tout est vrai. Donc vous les recevez, vous vendez aussi ailleurs, vous distribuez autrement ou pas? Oui, on revend à la ferme, on fait des visites et aussi on est revendu exclusivement chez les cavistes, les épiceries fines de toute la France et on a également un site internet. Donc repérez bien, hein, parce que ça m'a l'air très bon. Je serais curieuse de celle vieillie en fût de chêne, ça doit être intéressant. Merci beaucoup en tout cas Pauline, merci à vous Sophie, Guillaume, Philippe et Marianne pour toutes ces informations que vous nous avez données et toute cette image très différente aussi de l'agriculture. Et ça, c'est important de porter cette image-là. Vous avez encore des rendez-vous qui se poursuivent avec Semence Mag notamment juste après. Et puis nous, on se retrouvera demain pour un nouveau En Direct des Régions. Bonne journée à tous, bon salon.